Si le loup de Wall Street était servi à la sauce belge, Jordan Belfort serait sans aucun doute joué par notre invité du jour, Philippe Zombat. Passé par certaines des meilleures écoles de vente et entreprises comme Xerox ou HP, il a appris la vente à l'ancienne, pure et dure, mais toujours redoutablement efficace en 2023. La recette du jour ? Des techniques de vente hyper efficaces saupoudrées d'audace et de persévérance. Bienvenue dans le Milkshake. Philippe, merci d'avoir accepté notre invitation dans le Milkshake. Je suis ravi de t'avoir pour un podcast qui parle de la vente et du marketing. Je ne pouvais pas ne pas t'appeler. C'était vraiment obligé. Alors, pour tous les gens qui nous regardent aujourd'hui, je vais te demander déjà un exercice qui n'est pas super simple au vu de ta carrière. Mais est-ce que tu pourrais, en 1 minute, nous décrire qui tu es, ce que tu as fait et ce que tu fais aujourd'hui ? D'abord, bonjour Maxime et merci de m'accueillir ici dans ton podcast. C'est vraiment un chouette moment. Écoute, pour répondre à ta question, en fait, donc j'ai 24 ans d'expérience dans la vente. Je crois que je suis un peu né dedans, en fait. Mais mon vrai parcours a commencé chez Xerox, qui était connu comme l'école de la vente, en 1999. Nous voici donc déjà quelques années plus tard, évidemment. Et voilà, je suis un passionné de la vente, à tel point qu'il y a 10 ans, j'ai eu l'idée, d'ailleurs en quittant Tweetwall Pro, qui était la start-up que j'ai cofondée, j'en ai fait le succès international, de justement aider beaucoup d'entrepreneurs et des vendeurs qui ont tous en fait besoin de la vente, parce que c'est le seul, le seul endroit où tu peux récupérer si tu veux de l'argent, où tu peux t'aider à faire du cash flow. Et donc, c'était ainsi que je me suis lancé il y a à peu près maintenant 10 ans. Voilà. Et c'est quelque chose, ça m'amène directement à la première question, donc c'est une super amorce. J'ai envie de te poser une vraie question, c'est est-ce qu'aujourd'hui, les gens savent encore vendre ? J'ai l'impression que c'est un art qui s'est un peu perdu parce qu'on a développé tellement de canaux en ligne, de choses où on peut se cacher derrière un écran pour en espérer de vendre. Est-ce qu'on vendait pas mieux il y a 20 ans ? Tu vois ? Écoute, oui et non. C'est-à-dire que je pense que beaucoup de vendeurs pensent pouvoir vendre, mais j'ai remarqué, parce que je fais aussi du recrutement de vendeurs, et forcément je suis entouré de vendeurs et d'entrepreneurs, beaucoup pensent pouvoir vendre, et en fait très peu, mais vraiment très peu, savent vraiment vendre. Et ça, on me met n'importe qui en face de moi, en 3 minutes, top chrono, c'est démontré. Tu sais dire directement si la personne sait vendre ou pas. Ouais. Donc, est-ce que, tu vois, j'ai l'impression qu'avant, on apprenait en fait, tu vois. Et là, tu dis quelque chose de très intéressant, c'est que les gens pensent qu'ils savent vendre. Comme si c'était quelque chose d'acquis ou qui pouvait être inné, qui n'avait pas spécialement de technique derrière. Ouais. Écoute, un très bon exemple. Quand, à l'époque, je me souviens très bien, je disais aux personnes qui m'entouraient, « Ah, je suis vendeur, d'accord ?» Et puis là, tout de suite, c'était « Ah oui, donc tu es vendeur, mais ça veut dire donc tu sais très bien parler. » Et en fait, c'est juste l'inverse. Il faut bien pouvoir écouter. Et beaucoup de personnes connaissent la théorie. Donc, quand tu demandes c'est quoi une des grandes caractéristiques d'un vendeur, tout le monde va te dire écoutez, écoutez, écoutez. Et quand tu leur demandes de faire un test, un jeu de rôle, par exemple, je peux te dire en même pas 10 secondes, ils n'écoutent pas, ils font présenter leur solution. C'est typique, tu sais. Les vendeurs sont des gens passionnés ou des entrepreneurs, parce que finalement, je compare souvent les vendeurs à des mini-entrepreneurs avec leur propre plan, leurs propres clients et leur propre chiffre d'affaires à réaliser. Et donc, mais j'ai remarqué toujours, c'est toujours une constante. Tu arrives chez le client, paf, tu ouvres ton laptop, tu me présentes, tu déroules. Ouais. Sans connaître qui tu as en face de toi, sans connaître les besoins réels du client, qui normalement, ça prend au moins 1 heure pour vraiment découvrir ton client, le connaître, tisser la relation. Et donc, je suis encore sidéré aujourd'hui. On tombe vraiment dans des travers très, très basiques, si tu veux, de la vente, qui est de présenter. Et donc, c'est vrai que ça s'apprend. C'est un art qui s'apprend comme quand tu apprends à coder, tu apprends la photographie, tu apprends à être médecin, tu apprends... Enfin, n'importe quel métier s'apprend. Je tombe encore parfois, c'est assez étonnant, ça reste entre nous, bien sûr. Ça restera entre nous. Ça restera entre nous. Mais des investisseurs qui gèrent des dizaines de millions d'euros qui me disent en face, mais Philippe, la vente, ça s'apprend pas. Tu l'as ou tu l'as pas. Ah, je l'ai entendu tellement de fois, celle-là. Je l'ai entendu tellement de fois. Ah, mais non, ça, c'est sûr. Et justement, j'ai une question très importante à te poser. J'ai mon avis là-dessus. Je suis pas sûr que tu seras d'accord avec, mais c'est intéressant de l'entendre. Je pense de manière très tranchée que tout le monde n'est pas fait pour devenir un bon vendeur.
Ah ben, t'as raison. Je suis tout à fait contre. Parce que tu formes des entreprises. Alors, tu formes Ouais. des gens à la vente, c'est ton expertise. Moi, j'ai moi-même suivi ta formation, je t'ai trouvé brillante. Merci. Mais je ne peux pas m'enlever l'idée, malgré tout, il te faut une flamme intérieure à la base. Est-ce que tout le monde peut devenir un bon vendeur ou pas? Alors, tu as mis le point exactement sur le mot flamme. En fait, moi, la flamme, je la compare, en fait, je la traduis en motivation. Tu vois, et moi, je pars du principe que dès que tu es motivé à faire quelque chose, que tu sois bon à la base ou pas bon non plus, eh ben, écoute, c'est possible. Je veux dire, il n'y a rien qui est impossible. Dès que tu as la motivation, voilà, on dit sky is the limit. Ben, c'est réellement le cas. Je te donne un exemple. Bon, jusqu'à présent, j'ai formé près de plus de 2000 personnes. D'accord? Et parmi ceux-là, tu as beaucoup, par exemple, d'ingénieurs, des gens qui, voilà, qui technique à la base. Oui, c'est juste les opposés. Hein. Si tu connais les couleurs, ce sont des analytiques. Ouais. Les vendeurs sont plus, effectivement, des gens expressifs. Donc, ils sont tout à fait à l'opposé. Donc, à la base, on dirait, bah oui, des ingénieurs, mais jamais ils donneront l'envie à leurs clients d'acheter, jamais ils vont pouvoir s'exprimer, jamais ils vont pouvoir... Eh bien, étonnamment, en fait, ce que je vous disais encore il y a quelques jours à quelqu'un, c'est que les ingénieurs, ça fait partie, quelque part, malgré tout même, des personnes que, quand je forme, c'est vraiment très carré et ce que je donne, eh bien, finalement, c'est ce qui sort parfaitement bien, ce qui processise bien, etc. Ouais. En fait, dès le moment où tu arrives à poser des questions, eh bien, en fait, déjà, ça c'est extraordinaire, mais ça marche du tonnerre. Alors évidemment, après, il faut poser les bonnes questions. Ça, c'était encore une autre histoire. Donc, ça s'apprend. En fait, dès que tu te professionnalises en vente et que tu as bien sûr cette motivation pour apprendre, en fait, moi, je l'ai prouvé et vraiment, j'en suis aussi étonné que fier et heureux. C'est que finalement, j'ai pu former vraiment, vraiment n'importe qui dans la vente. Mais c'est vrai que tu as raison, il faut cette partie motivation qui doit être là, très clairement à la base. Ouais, d'accord, ok. Donc, finalement, bon, après, je dis ça, mais bon, voilà, tout le monde n'est pas fait pour la vente, tout le monde n'a pas envie de le faire non plus. Pas envie, mais ça, je c'est vois autre aussi chose. peut-être beaucoup d'entreprises, c'est peut-être arrivé, qui forçaient peut-être des personnes à aller vers la vente alors qu'ils étaient des techniciens parce que on estime peut-être que dans une entreprise, du ou de la secrétaire jusqu'au CEO, tout le monde doit savoir vendre. Tu vois? Quelque part, oui. Tu dois vendre en interne. Tu vois, par exemple, tu as une idée que tu dois vendre, ben, tu dois pouvoir la vendre. Mais si tu ne fais pas découvrir les besoins de l'entreprise, par exemple, déjà à ton CEO et tu dois présenter un projet, bah, c'est fichu. Tu vas juste lui présenter ton truc, hein, mais sans vraiment toucher le cœur de ton CEO. Par contre, si tu sais que ton CEO a un problème, je sais pas moi, gestion de process, et tu dois lui vendre, entre guillemets, ton projet pour améliorer des process, ben évidemment, à ce moment-là, tu vas pouvoir lui vendre. Donc, tu dois pouvoir vendre en interne, tu vas pouvoir vendre en externe, alors pas seulement des clients. Tu as parfois des partenaires avec qui tu dois travailler. Donc, finalement, vendre, on le fait quelque part aussi tous les jours, tout le temps, et même en privé. Tu dois vendre aussi des idées. Et la manière dont tu vas aborder les choses vont faire que tu pourras mieux vendre ou moins bien vendre. C'est aussi simple que ça. Ouais. Il y a quelque chose avec la vente que je trouve assez intéressant et je voulais avoir ton avis là-dessus. C'est que tu vois, par exemple, quand on est dans le digital, tout évolue à une vitesse folle. Tous les process changent, tout évolue. Ici, j'ai l'impression que les fondations de la vente, les techniques que tu transmets, peut-être il y a des techniques qui étaient déjà là il y a 20 ans. Et qui est la base d'écouter le client, par exemple, de savoir poser la question, la découverte client. J'ai l'impression que les fondamentaux de la vente, même si la société évolue, ils bougent pas. Alors peut-être qu'on ajuste évidemment. Donc, comment tu as vu cette évolution sur ces 20 dernières années au niveau de la vente? Est-ce que tu vends comme il y a 20 ans? Est-ce que tu as adapté? Est-ce que tu reprends des choses? Comment ça se passe à ce niveau-là? Alors écoute, je vais aller même beaucoup plus loin. La vente, elle existe depuis le début des temps. Ouais. Dès le moment où tu vends n'importe quoi, tu sais, on est passé par le troc, par différents systèmes, mais tout part du besoin de l'autre, et toi, qu'est-ce que tu peux apporter? Donc, c'est vraiment un échange. On parle de communication, évidemment, on parle d'échange concret, évidemment. La vente, c'est un acte. Donc, bien sûr, c'est toujours existé. Après, la forme,
l'endroit, le lieu, le comment. Bien sûr, il y a eu probablement des évolutions, des changements, de l'aspect culturel, de l'aspect économique, de l'aspect, je dirais, du type, je dirais, d'atmosphère ou d'environnement où on est. Donc, bien évidemment, tu as eu des évolutions. Aujourd'hui, on est dans le monde digital, tu le dis très bien. Donc, forcément, des ventes, entre guillemets, faciles, eh bien, on va essayer de les faciliter justement par l'intermédiaire d'un ordinateur, via le web, etc. Donc, mais les ventes plus complexes qui demandent vraiment plus d'analyse, évidemment, tu préféreras le faire, je dirais, en face-to-face, par exemple. Donc, l'humain reste quand même au centre de l'humain. Et la vente, pour moi, c'est de l'humain. Donc, tu peux faciliter certaines choses, comme on l'a dit, processiser, mettre à disposition plus facilement, plus rapidement. Donc, les canaux vont évoluer, si tu veux. Je dirais qu'avant, pour te donner une image, tu faisais de la vente à partir d'un marché, d'accord, j'imagine, au temps de l'Antiquité. Après, évidemment, tu faisais aussi de la vente en one-to-one. Après, évidemment, c'est évolué. Tu as des supermarchés maintenant, tu vois. Donc, je veux dire, c'est juste le lieu qui change et la manière, mais les fondamentaux de la vente restent absolument les mêmes. Ça n'a jamais changé. On a juste réussi, et ça c'est quelque part une de mes forces, c'est par exemple sur base de la pratique, tu vois, maintenant, voilà, comme tu le sais, ça fait plus de 20 ans que je fais de la vente, bien, c'est de pouvoir analyser certaines choses, de remarquer certaines choses et de pouvoir les transcrire en théorie. Et donc, bien sûr que tu as des gens extraordinaires qui ont fait ça, bien sûr, avant moi, qui ont vraiment théorisé certains principes de vente, qui ont fait des recherches, etc. Mais je pense que finalement, quand tu arrives à avoir ces fameuses techniques et les faire évoluer, bien sûr, avec le temps, avec aussi certaines choses, l'expérience, oui, c'est ça. Tu arrives vraiment à tailler des outils, finalement, c'est ça, des outils qui sont vraiment de plus en plus performants et qui touchent de plus en plus dans le cœur des gens. Parce que, pour revenir sur ton point, bien sûr, tu as des techniques très connues, tu vois, très utilisées. Je prends un exemple qui est très bateau, qui est très connu, c'est la technique de l'alternative, tu vois, où tu dis, est-ce que, monsieur le client, vous êtes libre lundi ou mardi, tu vois? Enseigné de base. Voilà. Après, c'est comment est-ce que tu vas faire évoluer cette technique pour garder cette technique qui est importante malgré tout, mais qui ne tourne pas en bateau du style lundi, mardi. Et donc, là, à nouveau, j'ai mis en place alors, c'est pas une technique, parce que c'est une technique qui existe, la technique de l'alternative, mais comment est-ce que tu la modules pour qu'elle soit plus naturelle, plus authentique et plus impactante pour ton client. Moi, par exemple, pour donner un exemple à ceux qui nous écouteraient, parce que je crois qu'on est juste entre nous, eh bien, comment je dis, monsieur le client, attendez 2 minutes, je vais regarder dans mon agenda. Alors, je vois que je suis disponible jeudi à 14h30, par exemple, ou alors la semaine prochaine, vendredi à 9h. Est-ce qu'il y a une de ces deux dates qui vous conviendrait? Et sinon, bien sûr, on peut toujours convenir d'une autre date. Tu vois, donc, je fais vivre, si tu veux, cette technique qui est à la base toute bête et méchante vers une technique qui est plus authentique, plus naturelle et plus chouette et plus efficace aussi. Ouais. Mais ça m'amène à une question aussi, c'est un peu bateau parce qu'on disait ça, mais c'est quoi un bon vendeur aujourd'hui? Tu vois? On disait tout le monde n'est peut-être pas fait pour ça. Quelles caractéristiques il faut avoir? Alors, tu disais ça. Ouais, ça, je disais ça. Aujourd'hui, un bon vendeur, il doit développer quelles compétences? Écoute, ça reste la même. Et le problème, c'est l'écoute. D'accord? Absolument écouter. La plus grande technique et celle qui est majeure dans la vente, c'est l'écoute. Donc, on parle aussi notamment d'écoute active vers le client. Donc, c'est vraiment être dans la tête du client, de pouvoir penser comme le client et pas vivre avec ses préjugés à soi. C'est typique. Tu vas voir un fleuriste, entre guillemets, et puis tu vas voir un autre fleuriste, tu penses que ce sont les mêmes. D'accord? En fait, non. Chacun est différent. Leur appréciation, leurs critères de décision sera différente. Donc, vraiment, chaque personne va réfléchir d'une manière différente. Donc, ça, je pense, c'est un tort que beaucoup de vendeurs et de travers dans lesquels les vendeurs tombent. C'est réellement de croire, de préjuger, au lieu de poser des questions. Et souvent,
on a peur de poser des questions. On a peur du non. On a peur de « Ah oui, mais est-ce qu'il va aller dans ma direction ?» On a peur que le client montre pas d'intérêt. Et donc, souvent, le mauvais vendeur va vers la fuite. C'est-à-dire présenter sa solution. Comme ça, il n'y a pas d'objection, pas de contradiction. Et on pousse, regarde, j'ai le meilleur et il va voir ma passion et il va m'acheter. D'ailleurs, il y a un jour quelqu'un que j'ai entendu qui disait moi, Philippe, tu sais, mon produit est tellement bon que ça va se vendre. J'ai pas besoin de vendre. Et bien sûr que c'est jamais arrivé. Ouais, tout à fait. Philippe, dans tes formations, il y a quelque chose qui était très important comme canal pour atteindre le client, c'est le téléphone. Ah oui. En 2023, je connais très peu encore d'entrepreneurs, de personnes qui ouvertement me disent « je fais du call calling ». Tu vois, c'est quelque chose qui est de nouveau un peu un art perdu. Les gens ont la trouille. Les gens savent pas s'y prendre. Alors que je me dis qu'aujourd'hui, puisqu'il y a tant de personnes qui le font plus, c'est peut-être maintenant qu'il est aussi redoutablement efficace que quand on le maîtrise et qu'on appelle la personne. Alors, ce que je remarque aussi, c'est que quand il y a du call calling, il est mal fait. Moi, j'en reçois extrêmement mal fait. Généralement, les entreprises vont engager un bureau. Et maintenant, tu sais les reconnaître, les bons et les mauvais. Voilà, maintenant que j'ai les techniques. Mais du coup, ils vont engager un bureau de stagiaires, de juniors ou de personnes délocalisées parce que c'est moins cher, qui ne maîtrisent absolument rien du produit ni des techniques. Est-ce que aujourd'hui, pour toi, le téléphone, c'est toujours une arme hyper intéressante à utiliser? Absolument. Vraiment, à 4000%, c'est génial. Alors, j'ai des anecdotes, il y a plein de choses qui me viennent à l'esprit parce qu'on n'avait pas préparé l'émission, je ne connaissais pas tes questions. Mais c'est bien, c'est un peu, je me sens un peu comme Ratatouille. Ouais, là, tu vois, vas-y, pioche. Avec plein de lumière dans la tête. Bah écoute, oui, alors pour répondre d'abord à ta question, oui, le téléphone est super redoutable. Comme tu le dis, la plupart des gens, on la trouille, ne le fait pas. Donc, ce qui est bien, en tout cas, pour ceux qui suivent une formation et ceux qui savent le faire, c'est-à-dire que tu pourras, moi par exemple, tu me donnes un numéro de téléphone à n'importe quel CEO, il va décrocher à un moment donné. Ou au moins, si je laisse un message, j'ai une technique pour qu'il me rappelle. 9 fois sur 10, c'est sûr. D'ailleurs, l'autre jour, j'avais été challengé par une participante. Elle me dit « Philippe, moi, je ne crois pas que ça marchera. » Je dis « Est-ce que quelqu'un a le numéro de téléphone d'un CEO que je ne connais pas, bien sûr ?» Et je lui téléphone. Je lui téléphone son GSM. Heureusement, il ne décroche pas. C'était le but de laisser un message pour qu'il me rappelle. Je laisse ce message. Effectivement, pour l'information, une demi-heure après, il m'appelait. J'avais loupé l'appel. Et donc, je le rappelle par, évidemment, politesse, etc. Et donc, ça marchait absolument bien. Et donc, oui, le cold calling, c'est vraiment une arme extraordinaire et redoutable. Alors, pourquoi souvent, d'ailleurs, on me pose la question, pourquoi ce média-là, si tu veux, ce canal-là, plutôt que d'autres? Alors, le premier, l'email. D'accord? Prenons l'email. Si je t'envoie un email, quelle est la chance que tu donnerais pour que tu ouvres l'email? Déjà, c'est pas ma priorité, clairement. Voilà. Donc, tu vas le commercial, ça passe déjà en dessous. Donc, probablement, tu vas jamais l'ouvrir et donc jamais répondre. Très bien. C'est le premier cas. C'est donc bien éliminé. Deuxième cas, LinkedIn. Il faut être dessus déjà. Alors, imaginons, OK, tu sais, tu reçois une notification, on fait un in-mail. Donc, c'est comme un message Messenger, finalement. Voilà, c'est ça. Là, quelle est la chance que tu ouvres? Ça arrive plus rarement. Donc, à mon avis, ça peut plus mon intérêt. Donc, je peux l'ouvrir. À quelle quantité sur 10? Je sais pas, je vais l'ouvrir peut-être. Ouais, c'est vrai que la majorité, c'est déjà mal ciblé, donc je vais en ouvrir peut-être 1 ou 2 sur 10. C'est déjà mieux que l'email. Ouais. Sur cela, combien tu vas répondre? Probablement 0 ou peut-être 1. Et bon, j'ai jamais répondu à un email de ma vie, je crois. Voilà, ok. Les autres peut-être le feraient. Ouais. Et donc, tu vois, c'est déjà un peu mieux, mais c'est pas génial parce que finalement, on se rend compte que LinkedIn, ça devient le nouveau email en fait. Ouais. D'accord. Ouais. On est inondé. Moi aussi, j'ai plein de techniques que je reçois. C'est très intéressant d'ailleurs, même pour moi, pour voir comment les gens font. C'est chouette. Alors, troisième niveau, téléphone. Tu reçois un coup de téléphone là maintenant. Quelle est la chance que tu décroches? Là maintenant? Ouais. Non, pas maintenant, mais je veux dire juste après. Alors, moi, il y a un truc, c'est que les numéros que je ne connais pas, j'aime déjà pas répondre. Ok. Tu vois? Mais donc, si tu reçois, alors, ok. Donc, imaginons, mais tu as le même numéro qui te rappelle une deuxième fois. Ouais, si ça insiste, à un moment donné, je vais répondre pour savoir qui c'est et de quoi il s'agit. Parce que tu es curieux. Et donc, généralement, et ça, je l'ai remarqué, 7-8 fois sur 10, on décroche. Tu insistes.
Oui, il faut juste assister, cool, relax, mais effectivement. Et donc, moi, mon message ici, c'est que le téléphone, bien sûr qu'il fonctionne, bien évidemment. Alors après, tu vas me dire, oui, il faut passer l'assistante parfois, etc. Oui, mais ça, il y a des techniques qui font que tu arrives à passer cette fameuse assistante qui te bloque pour parler au CEO. Donc, ce qui est génial, c'est que ces techniques fonctionnent. Et donc, dès le moment où ça fonctionne et tu le testes, c'est magique. L'autre jour, j'ai un client dans les vins. Je vais le nommer parce qu'il n'y a pas de mal à ça. Donc, c'est les vins Gudule. Hein, donc, Thierry Lejeune fait des vins en ville, à Bruxelles. Et voilà. Et lui-même avait une appréhension, si tu veux, pour faire du cold calling, ou en tout cas, des coups de téléphone pour transformer en vente. Et je lui ai démontré sur une matinée, j'ai fait 4 coups de téléphone effectifs, que c'était possible. Et donc, j'ai transformé des ventes directement. Comment tu passes cette crainte? Et lui-même l'a fait aussi, d'ailleurs. Hein. Donc tout le monde sait le faire. Mais comment tu passes cette crainte? Je pense que beaucoup de gens ont peur, en fait. Et finalement, quand on leur demande de quoi ils ont peur, ils ne savent pas vraiment. Parce qu'au final, ils disent oui, finalement, je ne peux qu'obtenir un non. Pourquoi tu penses que les gens ont peur de faire du cold calling et comment les encourager à passer, à y aller, quoi? Oui, ça, c'est une très chouette question. En fait, quand tu fais du cold calling, tu dois vraiment te sentir à l'aise, tu dois vraiment te dire « j'ai rien à perdre, j'ai tout à gagner ». Voilà. Donc ça, c'est une première chose. Donc, ce que je dis toujours, tu dois être prêt à tout perdre, tout rater, si tu veux, mais tout faire pour réussir. Dès le moment où tu sais que, de toute façon, je vais rater mon call, entre guillemets, mais que tu vas tout faire pour le réussir, en général, ça se passe bien. Donc, c'est vraiment ce mindset qui est super important. Donc, d'être relax. Au début, tu ne l'es peut-être pas, mais au fur et à mesure, plus tu en fais, plus tu as l'habitude. Plus tu as l'habitude, moins tu sors de ta zone, justement, je dirais, tu vas justement plus aller hors dehors de ta zone de confort. Ça va devenir ta zone de confort. Et donc, forcément, à ce moment-là, ce sera quelque chose de normal. Et donc, c'est justement cette habitude, cette répétition qui va faire que, il faut y aller. Alors, au moment où tu fais le call, comme j'ai dit, tu dois t'attendre à rien, mais tu dois t'être préparé avec un script, déjà, un script de base. Quels sont les éléments que tu dois parler, que tu dois peut-être éviter de parler, et aussi, quel est ton objectif? Donc, dès le moment où tu as ton objectif, par exemple, moi, quand je fais du cold calling en général, c'est pour avoir un rendez-vous. Ça, c'est quelque chose que j'ai appris aussi, c'est on ne vend pas un produit en cold calling, on vend un rendez-vous. Absolument. Et ça, c'est quelque chose de très important, je pense, pour nos auditeurs, c'est que ils pensent que appeler, c'est vendre ton produit et déballer ton pitch commercial, quoi. Alors que ça, c'est un truc que j'ai appris avec toi aussi, c'est on n'appelle pas pour vendre. On appelle pour obtenir le rendez-vous. On ne vend pas au téléphone. Voilà. Alors, de principe, c'est exactement ça, surtout quand c'est un prospect. Quand c'est un client actuel, ce qui était le cas justement des vins Gudule, ici, le but, c'était justement de transformer des ventes plus rapidement. Et ça marche très, très bien aussi. Donc, il faut d'abord avoir un objectif, délimiter qu'est-ce que tu veux faire de ton objectif. En général, effectivement, dans le cas de la prospection, ce sera d'obtenir un rendez-vous et pas de parler vraiment de toute ta solution et de commencer à vendre ta solution. C'est ridicule et ça sert à rien. Disons, tu as très peu de chances d'aboutir, disons-le comme ça. Par contre, tu as un rendez-vous, effectivement, soit tu as un vidéo call, soit tu as un rendez-vous téléphonique, soit un rendez-vous physique. Tout dépend des possibilités et du coût d'acquisition, si tu veux, du canal d'acquisition. Et donc, à ce moment-là, effectivement, c'est au moment où tu rencontreras le client que tu devras mieux le connaître et découvrir ses besoins. Pour après, éventuellement même d'un prochain rendez-vous, de pouvoir lui présenter sa solution. Et donc, le cold calling, c'est vraiment quelque chose de magique parce que la personne qui est en face de toi ne se cache pas derrière un ordinateur. Il est en face de toi, enfin, entre guillemets, virtuellement. Il te parle, tu peux interagir avec lui. C'est humain. Il voit aussi ta personnalité. Il voit que tu es un professionnel. Alors que finalement, dans un email, tu sais pas ressentir ça. La voix, l'intonation, l'assurance, tout ça n'est pas transmis dans un mail, quoi. Tout à fait. L'humain est vraiment très important. Ouais. Ben on va aller dans le cold calling, justement. On va essayer d'être un peu plus précis dans quelques techniques, sans dévoiler toute ta magie, évidemment. Ouais. Juste répondre peut-être à nos auditeurs à quelques
quelques coups classiques qu'on a en cold calling, le fameux j'ai pas le temps. Ah oui. Le très classique j'ai pas le temps. Le Ouais. très classique ça m'intéresse pas parce que, encore quelqu'un qui m'appelle. Par exemple, sur le j'ai pas le temps, t'appelles quelqu'un, bon voilà. Est-ce qu'on peut partir de l'idée que de toute façon, quand tu appelles en cold calling, tu es toujours au mauvais moment, finalement? Oui, bien sûr. Tu déranges. Oui, alors... Comment bon. tu gères ça? Déjà, quand tu vas appeler quelqu'un, il y a une phrase qu'il faut vraiment demander, c'est est-ce que vous avez un instant, déjà? Ok. Dès le moment où, dans les premières secondes, et que tu parles, tu te présentes, il faut toujours demander est-ce que vous avez un instant pour montrer le respect. À l'inverse, je te coupe, excuse-moi, Ouais. j'ai vu beaucoup de coachs en vente qui nous disent ne demandez pas s'ils ont le temps. Vous y allez, tu vois. Et je trouve que c'est une manière hyper brute et peu respectueuse, justement. Ouais. Mais quand tu donnes cette question, est-ce que vous avez le temps, tu prends le risque que ça ne soit pas le cas. Attention, est-ce que vous avez... C'est ça dans les techniques. C'est marrant, ça. En fait, dans les techniques, le petit mot en plus ou en moins, ou mal prononcé, ou mal exprimé, peut tout changer. Quand tu dis est-ce que vous avez le temps, c'est une très mauvaise question, évidemment. Parce que, non, j'ai pas le temps, évidemment. D'accord. Mais quand tu demandes est-ce que vous avez un instant, oui. Déjà, tu limites déjà le... Tu limites le nom. Et j'ai un instant, oui, j'ai peut-être un petit moment. Donc, le client pourrait avoir deux situations. Écoutez, oui, je vous écoute, ou j'ai pas vraiment beaucoup le temps. Auquel cas, tu dirais, écoute, je vais rester bref. Parce que le but, c'est d'avoir un rendez-vous. Et puis après, effectivement, tu as une fameuse technique pour obtenir le rendez-vous. Et c'est là qui pourrait dire ce que on appelle une objection de contact, par exemple. C'est vraiment le rejet. Il te dit, non, écoutez, ça m'intéresse pas, j'ai pas le temps. Voilà. Alors, ce qu'il faut faire, c'est rebondir là-dessus, parce que la plupart des vendeurs, qu'est-ce qu'ils font? Ils disent, ah bon, écoutez, excusez-moi, et merci, au revoir, bonne journée. Désolé. Donc, c'est la fuite. La fuite. Voilà. Et donc là, effectivement, la technique, sans tout à fait à dévoiler, mais quand même pour donner quelque chose de concret à ceux qui écoutent, en fait, il faut ouvrir le jeu. Et donc, ce qu'il faut faire, c'est poser une question. Donc, par exemple, quand il te dit, non, écoutez, là, j'ai vraiment pas le temps, écoutez, donc s'il faut montrer un peu d'empathie, bien sûr, écoutez, oui, j'entends bien que vous n'avez pas le temps, mais dites-moi quand est-ce que vous auriez plus de temps, ou qu'est-ce qui vous préoccupe tellement en ce moment que vous n'avez vraiment pas de temps du tout. Donc, de poser une question avec empathie. Et encore une fois, il faut être authentique, il faut pouvoir ajuster le ton. Donc, le ton, si tu es agressif, évidemment, cette question pourrait très mal tomber, mais quand tu le fais avec humilité, quand tu le fais avec bienveillance, en fait, le client ne peut que fondre finalement à ta question. L'empathie. C'est quelque chose que tu... Et à force de faire du cold calling, tu arrives à garder cette empathie. J'ai un peu l'impression d'être dans le cas d'un médecin qui malheureusement soigne des gens et voit des gens partir, et donc il se blinde, il devient quasiment plutôt froid par rapport à ça. À force de faire autant de cold calling, tu arrives encore à garder cette empathie pour chaque client? Oui, alors, il y a un mot qui est important pour tout vendeur, c'est le mot résilience. Résilience quand tu perds des deals, la résilience quand tu te fais raccrocher au nez, résilience quand tu as des noms, enfin, etc. Donc, c'est donc la résilience, parce que tout le monde ne connaît pas la définition. En fait, la résilience, c'est la capacité que tu as à rebondir après un échec. Et donc, c'est vrai que quand tu fais du cold calling, forcément, tu peux avoir beaucoup d'échecs. C'est important de le dire. Oui, bien sûr. Ceux qui font du cold calling et qui se démotivent pensent que sur 10 appels, ils vont avoir 10 rendez-vous. C'est pas vrai. Non, ça c'est vrai. Et plus tu vas t'améliorer, plus justement tu es résilient et tu as cette motivation et que on entend ta voix qui chante plutôt qu'une voix déprimée au téléphone qui va, tu sais bien, le cycle... soit il descend, soit il va monter. Donc, c'est justement un échec qui doit te rebooster pour réussir le prochain, parce qu'à un moment donné, tu ne sais pas tout rater, mais tu vas davantage rater. Tu sais, si tu rates. C'est comme tu fais un sport, je ne sais pas moi, du golf, du bowling, enfin n'importe quoi. À un moment donné, quand tu vois que tu as raté une fois et tu te démotives, tu es sûr que les prochaines fois, ça va être encore pire. Ouais, c'est mort, ouais. Par contre, quand tu prends 5 minutes, tu te reposes, tu te dis, OK, allez, hop, c'est pas grave, c'est normal,
à un moment donné, tu sais pas garder toujours le haut niveau. Et puis, dans le cas du cold calling, tu fais le tour du pâté de maison, par exemple, ou tu t'aères l'esprit, tu écoutes de la musique. Et puis, hop, paf, tu repars. Et tu sais que peut-être le prochain, ce sera encore un non, et puis qu'à un moment donné, ce sera quand même un oui. De toute façon. Donc, statistiquement, à un moment donné, c'est ça gagnant. va tomber, quoi. C'est comme un peu... moi, je suis pas du tout jeu, qu'on le comprenne bien, mais j'imagine, si tu vas à la roulette, à un moment donné, ou n'importe quoi, tu dis noir, un jour, ça tombera bien sur le noir. Tu vois. Donc, de toute façon... ne pas désespérer, résilience, continuer à taper sur le clou, à un moment donné... Bien sûr. Ça va tomber. C'est très drôle, parce que moi, je me souviens de mon premier rendez-vous des crochets en cold calling. Et donc, j'ai l'impression qu'on se souvient toujours de son premier. Et ça m'a motivé. Je me dis, en fait, je sais le faire. Ouais. Tu vois? Et c'est ça qui est magique, finalement. Je dis, en fait... bah oui. Ah ouais. Et après, tu as une énergie... Il n'y a plus rien qui peut t'arrêter, quoi. Cette journée-là, il faut y aller, quoi. Ouais. Alors, c'est vrai, ce que tu dis, c'est qu'il y a des jours avec et des jours sans. Ouais, il y a des jours, t'as pas ça dedans. aussi. Si t'as pas la motivation, t'as pas envie, ne le fais pas et tu le prévois un autre jour. Ouais. J'ai une question hyper intéressante encore à te poser et j'aimerais que tu me dévoiles une technique qui va en avoir aujourd'hui. Ok, bon. Qui est ce fameux, on l'a abordé récemment, mais le ou la secrétaire, l'assistante à passer. Ouais. Et en fait, je pense qu'il faut comprendre une chose aussi, c'est que leur job, c'est de couper les appels commerciaux. Bien évidemment. C'est leur mission. Ouais. Donc, ils doivent faire bien leur travail, ils le font sans doute bien. Comment est-ce qu'on fait? Moi, j'ai une règle, ne jamais se fâcher avec eux. Ça, c'est très important, sinon c'est mort. Toujours être sympa. J'en ai même, à force d'appeler 4-5 fois, ça devenait alors, comment ça va aujourd'hui? Tu vois, on était dans une chouette relation, c'est ça qui a fait passer. Ouais. Si tu as une technique à nous donner qui permet justement de passer ce barrage-là, ce serait laquelle? Bah écoute, déjà la première, en fait, il faut savoir, c'est la question de mimétisme un peu. Et quand en fait on est face à une assistante, je compare toujours qu'on doit être finalement comme un pilote qui conduisons en fait sur de la glace. Il faut savoir donc, à un moment donné, quand tu conduis sur de la glace, tous tes mouvements sont hyper importants. Ouais. Tu peux pas aller un peu trop à gauche, un peu trop à droite, sinon, paf, tu glisses. Et donc, en fait, avec l'assistante, c'est exactement la même chose qui doit se passer. Donc, ça veut dire que ta conversation, déjà, avec l'assistante, doit être la plus courte possible et la plus contrôlée possible. Ouais. D'accord? Ah ouais. Donc, ça, c'est déjà une règle. Ensuite, et ça, c'est la deuxième, j'ai envie de dire, technique que je donnerais, sans dévoiler toute la technique, bien évidemment, mais des conseils, c'est que finalement, comme tu dis, tout à fait à raison, c'est qu'elle doit filtrer les vendeurs et autres, voilà, son boulot de toutes les autres personnes importantes. Mais c'est qui les personnes importantes? Eh bien, finalement, ce sont des gens qui sont comme son boss, comme son manager. Donc, des gens plutôt stricts, droits, professionnels, et qui ne commencent pas à s'exprimer de long en large, à présenter des solutions et déballer. Donc, ce qu'il faut faire, c'est avoir un ton qui est proche de celui de son manager. Donc, ça veut dire pas trop froid non plus, mais pas trop olé olé, comme les vendeurs font. Ouais. Donc, il faut vraiment avoir un juste milieu à ce niveau-là. Donc, quand même empathique, mais plutôt strict et un peu comme son manager. Donc, le ton de la voix doit être important et le style, évidemment, doit être approprié. Encore un dernier conseil, justement, ne déballez pas vos solutions. Donc, il y a des mots que vous ne devez pas utiliser comme « j'aimerais vous présenter, j'aimerais vous montrer, j'ai quelque chose à montrer qui va faire gagner de l'argent ». Tout ça, ça fait vendeur. Donc, il ne faut surtout pas que vous montriez vendeur. Sinon, vous êtes brûlé. Ouais, ok. Autre thème important, et ça me rappelle ton aventure avec la startup sur Twitter qui s'appelait, j'ai oublié le nom. Tweetwall Pro. Tweetwall Pro. Je me souviens d'un exemple que tu m'as donné et qui va aborder le deuxième sujet qui est la question du prix. Et je me souviens qu'avec Tweetwall Pro, tu n'étais pas le moins cher parmi les solutions sur le marché. C'est le moins qu'on puisse dire. C'était même bien plus haut. 10 fois plus cher. 10 fois plus cher. Et ça, c'est la question, je pense, qui est essentielle pour toute entreprise, toute boîte. C'est comment est-ce qu'aujourd'hui, on définit un prix? Est-ce que nécessairement tu te greffes aux concurrents ce que font beaucoup en disant on est moins cher? Ça, c'est souvent l'argument numéro 1.
un client, quelqu'un qui va aller dire « Oui, mais on est moins cher que les concurrents ». Donc, de croire qu'il faut être moins cher pour vendre. Comment est-ce qu'on définit son prix? Comment est-ce que, lorsque tu es avec un client, tu parles de ton prix? Tu as réussi à vendre des produits avec un prix bien plus haut. Et ça n'a pas l'air de te poser problème. Alors que dans la tête des gens, c'est souvent on doit se battre, c'est la guerre des prix. Tu fais comment pour te différencier là-dedans? Bon, alors il faut partir toujours du principe que le prix, c'est une caractéristique de ton produit et de ton service. En fait, moi, ce que je vends, c'est pas cette caractéristique-là. Tu vends pas un prix. Je vends pas un prix. Je vends de la valeur. Je vends du bénéfice pour mon client. Et donc, dès le moment où moi, déjà, je suis conscient de la valeur potentielle que je peux offrir à mon client, ben déjà, c'est là-dessus que je vais me focuser. Et c'est d'ailleurs là-dessus que tu dois faire en sorte que ton client se focus. Bien sûr, il y a le fameux réflexe « Oui, mais dites-moi combien ça va me coûter ». Alors, autre conseil, gardez le prix toujours à la fin. Il faut savoir à la fin de la discussion. Pourquoi? Si tu présentes ton prix sans avoir présenté d'abord ta solution et d'avoir vendu la valeur, ton client il va rester vraiment focusé sur le prix. Donc ça, c'est une règle, mais vraiment absolue et une règle de base vraiment à respecter dans tout état de situation. Dans toutes les situations. Et donc, ça veut dire que tu dois vraiment... donc moi, par exemple, dans Tutorial Pro, j'avais 95% de nos clients, même plus, 98%, c'était à l'étranger, forcément, principalement États-Unis, Canada et UK. Il faut savoir que je passais 1 heure au téléphone à découvrir les besoins du client et ce n'est qu'à la fin que j'annonçais la nouvelle du prix, où on était effectivement 10 fois plus cher que 99,9% de la concurrence. Je compare toujours, parce que donc nous, on vendait à $3,000, par exemple, l'utilisation du tutorial pour 72 heures. Nos concurrents, c'était $300 et eux, ils l'affichaient en plus en ligne. Quelle différence. Voilà, et c'est énorme. C'est comme, tu sais, tu as une BMW série 3, une Mercedes classe C. Eh bien, la BMW série 3, ça se vendait à 30 000 €. Et moi, je présentais une Mercedes classe C, OK, avec un toit ouvrant, avec une option en plus, peut-être. Mais en gros, je la vendais donc 300 000 €. Et même moteur et tout. Tu vois? Donc, oui, on offrait du service en plus, etc. Donc, il y avait bien sûr des choses qu'on vendait. Et ça avait une valeur énorme. Déjà, une valeur qui était très importante, que le client appréciait beaucoup. Moi, j'appelais dans les 10 minutes, si tu veux, quand je recevais un lead. Et donc, déjà, tu avais la réactivité, mais ça veut dire que tu as vraiment du service, un service commercial. Tu avais quelqu'un qui écoutait ton client, qui allait dans ce projet, etc. Les autres, tu achetais en ligne, ça marchait, tant mieux, ça marchait pas, tant pis. Nous, chaque projet, on devait faire en sorte que ça fonctionne. Et donc, cette fameuse garantie est aussi là. Donc, c'est cette valeur-là que je vendais d'abord, effectivement, aux clients, avant de présenter ensuite le prix final. Parce que tu peux imaginer, si je disais... avant de discuter, sachez que c'est $3,000. Je pense que j'aurais eu un silence complet. Alors, j'avais le silence à la fin, mais ça, c'était gérable sur base de ce que j'avais dit. Mais si je l'avais au début, je pouvais tout argumenter. Les gens n'auraient pas écouté, n'auraient pas entendu, n'auraient pas été à l'écoute, tout simplement. Et tu ne penses pas que tu risques de perdre du temps avec des clients qui, d'entrée de jeu, n'avaient pas de budget et pour lesquels tu as passé du temps avec eux? C'est le risque à prendre? Oui. Alors, oui. À la fin, il n'a pas 3 000, il avait 500, tu as perdu ton temps. C'est une super question, en fait. La question du budget. D'ailleurs, j'ai créé une loi par rapport à ça, d'attractivité budgétaire, qui dit que si donc tu as un budget de base, et je vais la traduire par un exemple concret. Imaginons, j'ai une Rolex, tu sais, qui coûte 10 000 €. D'accord? Si tu veux l'acheter, ça coûte, et elle est neuve. Imaginons, toi, tu t'es dit, j'aimerais m'acheter une montre et tu as 3 000 € que tu aimerais mettre pour une montre, qui est déjà pas mal. Et donc, à la base, tu n'as pas le budget pour, par exemple, 10 000 €. Mais imaginons, et même moins. Mais comme j'ai besoin d'argent aujourd'hui, cette Rolex, je vais te la vendre à 5 000 €. D'accord? Donc, en fait, et c'est ça que ma théorie dit, c'est que tu auras la propension, si tu veux,
à mettre 2 000 € de budget en plus. Parce que j'ai parti de l'idée qu'elle était déjà... Parce qu'elle vaut, la valeur réelle, c'est 10 000 €. Et pour 5 000 €, dont la moitié prix, tu pourras avoir une superbe Rolex. Ouais. Donc, tu vas pouvoir trouver du budget. Et c'est ça que je fais en sorte que mon client ait envie de trouver du budget en plus pour effectivement la montre. Même chose d'ailleurs pour tout ce que j'ai vendu dans toute ma vie, aussi pour les formations. C'est la même chose. Tu vois, je viens avec un budget à un moment donné et le client parfois a le budget, parfois il n'a pas le budget. Mais quand il voit la valeur que ça peut lui procurer, c'est clair, il va trouver le budget. Ouais. Autre exemple, et c'est ça, comme ça je termine ma loi, parce que tu vas me dire, OK, imaginons, donc tu as toujours tes 3 000 € pour une belle montre, et je viens avec une Swatch. Là, tu vas dire, moi, mon budget, je ne vais pas te donner 3 000 €. Non. Tu vas donc diminuer ton budget, parce que la valeur perçue que tu as va diminuer, donc tu vas plus que payer peut-être 100, 120 €. Tu vois ? Absolument. Et c'est ça qui est génial, c'est que quel que soit votre prix, quel que soit le prix que tu donnes, si tu arrives à vendre la valeur, en fait, le prix devient secondaire et anecdotique. Ouais. Et je répète, anecdotique. C'est comme ça que tu y arrives. Ouais. Et c'est hyper intéressant aussi parce que dans les exemples que tu donnes, il n'y a jamais aucun moment où tu as dit « j'ai baissé mon prix ». Tu as incité le client à augmenter son budget. Ouais. En fait, tu aurais pu dire vous n'avez pas le prix, je le fais à 1 500 au lieu de 3 000 € mon Tidwall Pro. Tu arrives à le faire prendre plus de budget. Tu pars pas dans l'idée je vais vous faire une réduction alors de 25% si j'ai pas l'impression que tu flanches dans ce côté-là. Pas du tout. Alors, il y a justement la question du geste commercial que bien sûr tu peux donner et que tu as prévu éventuellement. Mais surtout, il ne faut pas diminuer de manière conséquente. Ouais. Et souvent, justement, le vendeur ou l'entrepreneur qui vend, il confond justement le prix et le budget. Ça, c'est un truc que je me suis souvenu de toi. Le prix et le budget, c'est deux choses différentes. Complètement différentes. En fait, le prix, c'est la valeur que toi, tu donnes de ton objet auquel tu veux vendre, que tu as réfléchi, que tu as pensé, que tu estimes être juste, bien évidemment. Et de l'autre côté, tu as la question de budget. Et dans mon exemple, effectivement, tu aurais pu avoir un budget de 50 € à la base. Ouais. Et voilà, à un moment donné, c'est pas à toi de t'aligner sur le budget du client, parce que le budget, c'est quoi ? C'est la quantité d'argent que le client est prêt, dispose ou est prêt à mettre. Tu vois, donc ça aussi. Donc c'est deux petites choses différentes aussi. Mais il faut pas confondre les deux. Et c'est pas au vendeur de faire l'effort d'aller vers le budget. Mais plutôt, c'est le budget qui doit s'adapter au prix. Tu vas, dans n'importe quoi que tu vas acheter, à un moment donné, ça t'est déjà arrivé, tu te retrouves face à quelque chose que tu as envie d'acheter, tu as le prix en magasin, par exemple. Tu l'as pas. Voilà. Et c'est marrant d'avoir ce raisonnement-là dans toutes les choses de la vie, mais par contre, quand on est vendeur, je pense que beaucoup trop de vendeurs cèdent à la panique de dire si je diminue pas mon prix, je vais perdre mon client. Et ça, c'est, je pense, une des erreurs les plus communes qu'on voit sur le marché. Oui. Alors, c'est une bonne remarque, ça. Parce que parfois, j'ai aussi des entrepreneurs, ils me disent « Ouais, mais Philippe, soit je vends quelque chose avec quelqu'un et j'ai pas de clients et j'ai besoin de beaucoup de cash et c'est ça ou rien. » Tu vois ? Donc, tu as cette question de dilemme, bien évidemment. Donc, c'est bien les théories et il faut les garder. Donc, c'est vraiment des choses fondamentales à garder. Maintenant, tu as des exceptions, des situations un peu particulières dans lesquelles tu peux toujours réfléchir et faire des exceptions. Il ne faut pas que ces exceptions deviennent la règle et surtout bien utiliser tes techniques et bien comprendre la philosophie de la vente pour pouvoir te mettre toi en bonne position. Parce que, OK, tu fais une fois l'effort. Imaginons, tu diminues de 30-40% ton prix et donc tu prends 0 marge. OK, tu peux faire ça peut-être une fois, mais à terme, ta société ne sera jamais grandir, ne sera jamais évoluer. Et tu vas peut-être même avoir cette réputation-là. Et tu auras une réputation de vendeur de tapis et que n'importe quel prix tu acceptes. Donc, il faut aussi éviter ça. T'imagines, un jour, je dis mon prix il est divisé par 3 à un client, je peux dire tout le marché le sait. Ah ouais, ça va vite, quoi. Ouais. Ok. Tu gères comment les concurrents ? Parce que ça, c'est une question aussi. Tu vas avoir un client. Oui, bon, vous savez, vous n'êtes pas tout seul. On a 3-4 devis en cours. On va prendre celui qui nous fait le meilleur prix. On va prendre le meilleur. On vous rappellera, on va analyser la situation. On fait comment par rapport à ça ? Bon, alors... si tu peux me donner la réponse en 10 secondes, par exemple. C'est des chouettes questions. Écoute, oui. Alors,
Je vais essayer d'être bref. Alors, les concurrents, vous en aurez toujours. D'accord? Il y en a toujours. Il faut l'accepter. Et il faut l'accepter à un moment donné. Il ne faut pas vivre dans cette terreur. Alors, ça peut être un jeu du client, ça peut ne pas être un jeu. Ouais. Moi, mon message, c'est focussez-vous uniquement sur votre solution, sur votre dossier et arrêtez de vous laisser distraire et perturber par les concurrents. Vous savez de toute façon rien y faire. Vous n'avez pas le contrôle des concurrents, ni de leur prix, ni de leur façon de vendre. Par contre, vous avez le contrôle de votre cycle de vente, de vos argumentations, de vos prix, effectivement, et de la valeur que vous offrez à votre client. Focussez-vous là-dessus. Ouais. Donc, tu ne te laisses pas distraire par la concurrence. Non. Tu vas à fond dans ton truc, ce que tu gères et ce que tu contrôles. Oui. Voilà, ça, je pense qu'il y a beaucoup de vendeurs ou des gens qui nous regardent qui ont peur de cette concurrence, qui, justement, on parlait du prix avant, qui, parce qu'ils savent qu'il y a de la concurrence, ne vous inquiétez pas, on va faire 30% en moins. Voilà, ça, c'est pas quelque chose que tu recommandes, c'est rester concentré sur votre solution. Absolument. Tu sais, dans le cas de Tuto Pro, je peux te dire, si je diminuais de moitié du prix, on ne s'en sortait pas. Donc, notre boîte ne pouvait pas survivre. Ouais. Donc, à un moment donné, il faut rester aussi les pieds sur terre. On a des responsabilités et le vendeur a une grande responsabilité, c'est de vendre de la valeur. Un vendeur qui diminue le prix parce qu'il ne sait pas vendre la valeur, c'est que ce n'est pas un bon vendeur. Ok. Ouais. Plutôt clair. Ouais. Une chose qui a beaucoup changé aussi avec le Covid, et on en a un peu parlé avant cette émission, et je crois que c'est un bon débat aussi, c'est la visioconférence. Est-ce qu'aujourd'hui, on vend en visioconférence? On sait que avant, je me souviens, c'est même très drôle, avant le Covid, proposer une visioconférence à un client, c'était limite irrespectueux, tu vois. Aujourd'hui, c'est devenu quelque chose de très normé, même si j'ai l'impression qu'on commence quand même à reprendre des contacts et à les vendre sur place. J'imagine que la vente face à face pour toi reste la plus efficace. Est-ce qu'on peut quand même vendre en visioconférence? Alors, encore une fois, c'est un canal. Comme je donnais l'exemple de l'email, LinkedIn et téléphone. Bon, voilà. Après, pour la vente, en fait, tout dépendra finalement de ton client et des circonstances. Là, pour le moment, je donne une formation à l'international. Donc, c'est un client qui a plusieurs antennes à travers le monde et je dois former tous ces gens. Donc, déjà, moi, je dois donner la formation en ligne, forcément. Mais voilà, et eux-mêmes doivent effectivement souvent vendre, alors, soit par téléphone, soit par vidéoconférence. Donc, parfois, tu as des contraintes qui font que tu n'as pas le choix. Ouais. Maintenant, quand j'entends d'une part ce que les clients veulent et d'autre part aussi la réalité du terrain des vendeurs, c'est vrai que même si on a vécu ce moment qui reste exceptionnel finalement, qui est effectivement la crise sanitaire qu'on a connue. Ça a changé provisoirement les habitudes qui peuvent se prolonger d'une certaine manière pour certains clients et certains vendeurs, mais qui a tendance à revenir, j'ai envie de dire, à la norme, qui est effectivement de rencontrer les personnes, les clients. Voilà. Donc, forcément, on revient un peu à la normale. Les gens n'aiment plus, en ont marre de se retrouver devant un écran matin, midi et soir, surtout pour des vendeurs. Et donc, forcément, et même les clients, il y a un moment donné, il y a sûrement des clients qui sont devenus fous, comme des vendeurs qui sont devenus fous d'ailleurs, parce que ne pas avoir le contact humain réel, je pense que c'est vraiment un problème. Et encore une fois, tu sais moins bien vendre la valeur à travers un écran. Voilà. Maintenant, encore une fois, si la contrainte fait que, tu fais comme ça. Alors, j'ai une règle très simple et je pense que tout le monde répondrait la même chose, c'est tu mets deux vendeurs armes égales, un qui le fait en visio, un qui le fait en face à face, qui remporte le deal. Eh bien, moi je connais la réponse et voilà. Je pense toi aussi. Tu vois. Et donc, ouais. à partir de ce moment-là, je pense que tout est dit. Oui, tout à fait. J'aimerais terminer ce milkshake en parlant de ta transition vers la formation. Tu as été vendeur toute ta vie. À quel moment tu t'es dit, bon, maintenant, ça t'excitait plus? Tu avais envie de faire autre chose? Tu avais envie de former? Tu avais une flamme pour former? Comment ça s'est passé? Pourquoi tu as créé Brightbees finalement? Ouais, en fait, j'ai rencontré... alors d'abord, c'est venu au moment où je quittais Tuto Pro. Donc j'avais déjà offert beaucoup... à la communauté des entrepreneurs. J'avais démontré aussi la possibilité de faire des success stories. Et puis, à un moment donné, je me suis dit, tiens, quand même, tous ces entrepreneurs que j'ai vus autour de moi, certains réussir, mais d'autres malheureusement échouer,
c'est qu'est-ce que je pourrais leur apporter. Et donc, je me suis dit, tiens, c'est vrai, j'ai une connaissance extraordinaire en vente et ça me ferait vraiment très plaisir de pouvoir la partager avec tous ces entrepreneurs qui en ont tellement besoin. Et donc, c'est parti vraiment de là en fin 2013. Et donc, j'ai commencé à donner mes premières formations parce que je voulais savoir est-ce que, 1, je suis capable, 2, est-ce que j'aime et 3, est-ce que ça donne du résultat. Alors, visiblement, j'en étais capable. Deuxièmement, j'aimais beaucoup. Et 3, ça donnait des résultats magiques. Donc, tu savais que tu pouvais le faire. Et voilà. Et donc, j'ai commencé à le faire le week-end. En 2016, tous mes week-ends étaient remplis et je me suis lancé full-time depuis, effectivement, pour aider, alors pas seulement les entrepreneurs, mais les vendeurs, parce que je me suis rendu compte bien d'une chose, c'est que beaucoup d'entreprises n'investissent pas ou pas assez dans la vente et ils croient que ce qu'ils ont avec leurs vendeurs est bon et suffisant. Mais je me dis, mais c'est dingue. Quand un Proximus, par exemple, qu'on a formé, dit d'ailleurs en vidéo, qu'ils ont réussi à faire plus de 40% dans un domaine bien spécifique grâce à Brightbees, entre autres, tu te dis, mais quel vendeur refuserait ou quel patron d'entreprise refuserait que leur vendeur puisse faire autant, voire même peut-être plus? C'est un sacré argument. C'est ouf, quoi. Oui, mais ça boucle notre discussion du début en se disant que on ne forme peut-être plus assez bien, on ne se rend plus compte que c'est un art et qu'il faut former, et que beaucoup de gens, en fait, pensent qu'ils sont bons dans la vente, et ils se disent que de faire du 3, du 5%, c'est bien. Ouais, exactement. Ils se contentent de ça. Écoute, moi, tous les jours, enfin, vraiment, littéralement, chaque semaine, je reçois un feedback très, très, très élogieux sur les formations en disant, et souvent, j'entends, j'aurais dû la faire avant. Et pour moi, ça veut tout dire. Ouais. Magnifique. Philippe, on va terminer par ces belles paroles. Juste pour notre audience qui nous écoute, demain, ils veulent former leurs entreprises, ils veulent former leurs membres. Comment ça se passe? Alors, ils me contactent par email, soit via la page web, soit via mon numéro de téléphone. On mettra le lien Brightbees, évidemment, dans la vidéo. Contactez-moi et c'est vraiment avec joie que je vous aiderai parce que pour moi, c'est pas la formation en tant que telle, c'est l'après-formation qui compte et les résultats qu'ils en auront de cette formation. Ça m'apporte beaucoup. Orienté résultat. Oui, absolument. Chez moi, c'est le résultat qui compte. Ouais. Merci beaucoup, Philippe, et d'avoir passé un moment avec nous dans le Milkshake. Top avec toi, toujours. Tu as aimé cette émission et tu ne souhaites plus manquer aucun Milkshake? Abonne-toi à notre chaîne.